Alors, pour essayer de comprendre comment fonctionne le recast, recast, d'abord, bon, ça veut dire que des rayons émis, d'accord. J'ai fait une petite simulation qui court sur Internet un peu partout. J'ai fait ce qu'on appelle une source ici et une cible ici. On la voit un petit peu, si je monte un petit peu l'affichage, voilà. Source, cible, d'accord. La source va envoyer des rayons sur la cible. Alors, je vais vous montrer à l'aide de la simulation déjà ce qui se passe. Alors, vous voyez, on place tout simplement dans l'arborescence de la géométrie nodes, on place la cible, et puis le nodes, et il va transformer des informations. Quelles sont ces informations? Vous voyez, par exemple, un rayon, il y en a plusieurs qui sont envoyés, mais un rayon envoyé par la source va éventuellement heurter la cible si la source se situe aussi en face la cible. D'accord? Alors on va avoir des informations qui sont transmises par l'intermédiaire des sorties en fonction des entrées. Alors je vais un petit peu grossir sur une représentation pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà, donc voilà les entrées. Donc ici vous avez la cible, hein, comme on le voit en dessous, hein. Vous avez la cible qui est rentrée ici, c'est-à-dire le panneau qui est là-bas. La position des sources, de l'émission des sources, bon, on s'en sert parfois. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la direction. Pourquoi? Tout simplement, la source peut envoyer des rayons dans différentes directions. Ici, j'ai choisi l'axe des X. Comme vous avez pu le voir, je vais le refaire sur la simulation. Vous voyez, ça se propage selon l'axe des X. Vous voyez, les X positifs. Hein. Parce que si j'avais mis ici, et puis vous voyez ici, il y a un 1. D'accord? Donc, ici, vous avez donc la direction, la longueur maximum que peut avoir un rayon, c'est-à-dire il ne peut pas dépasser 100 mètres, au bout de 100 mètres il s'éteint, entre guillemets, automatiquement. Voilà donc à peu près les entrées qu'on peut avoir. À l'attribute, c'est un peu spécial, on le verra dans un exemple, hein. Je vais laisser tout ce qui est attribute de côté, parce que c'est un peu spécial. De l'autre côté, vous avez des sorties d'informations. Alors, vous allez avoir un booléen qui est, vous voyez, si touché, c'est-à-dire si le rayon a touché la cible, alors on sort vrai, c'est-à-dire 1, sinon on sort faux, 0. On sort aussi d'autres informations, les coordonnées des points de contact, c'est-à-dire où le rayon impacte, les coordonnées du vecteur normal au point de contact, ça peut être intéressant, on le verra dans un exemple, et la distance entre l'origine, c'est-à-dire la source du rayon, et le point de contact, d'accord? Et le fameux attribut dont on parlera à un moment donné. Voilà toutes les informations que l'on peut récupérer en sortie. Alors, on va voir dans des exemples, enfin, quelques exemples, comment ça marche. Alors, j'ai repris un peu le montage que j'avais avec la source et la cible, mais dans l'arborescence, donc ici vous avez l'objet cible qui est branché sur target du recast, d'accord? Ça, c'est la source, d'accord? Auquel j'ai ajouté une subdivision de mèche pour visionner un peu mieux le phénomène. Vous voyez qu'en gros, le node qui est ici, c'est le node delay géométrie, va détruire la géométrie de la source selon une sélection qui est, en gros, hein, je vais traduire, les rayons issus de la source atteignent ou n'atteignent pas, hein, hit, hein, c'est ce qu'on a vu ensemble, la cible. Donc, a priori, là vous voyez que
les rayons, hein, qui partent donc suivant l'horizontale, hein, puisqu'ici je suis à 1 sur l'axe des X, et donc il s'en va positivement comme ceci. Ici, les rayons n'atteignent pas la cible. Si je prends la cible et que je fais G, Z et que je la déplace vers le bas, regardez, la partie, je vais grossir un peu, la partie qui correspond aux rayons qui heurtent la cible, rend is it vrai, et à ce moment-là, ça fait partie de la sélection devient vraie, et à ce moment-là, la portion de la source est détruite. C'est-à-dire que ici, si je continue, GZ, mon cube va disparaître complètement. Vous voyez, il disparaît puisque là, tout le monde est si j'ose dire, tous les rayons atteignent la cible. Si par contre je remonte progressivement, vous voyez, les rayons n'atteignent plus la cible et la source réapparaît. Voilà un petit peu une application du Raycast. Alors, juste une remarque sur la construction, l'élaboration du scénario, hein, avec la source et la cible, hein, ici. Dans les deux, j'ai déplié les deux objects info par rapport à donc l'un qui désigne le cube qui est la source, d'accord, et c'est-à-dire en même temps la racine de l'arbre, et ensuite la cible qui elle est l'objet sur lequel les rayons vont venir frapper, hein. Donc le Raycast, lui, il est associé, si j'ose dire, implicitement à la source. Mais ce que je voulais insister, c'est sur le fait que ces deux nodes, Object Info, sont tous sur, en réalité, relatif, et non pas sur original. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je mettrai un petit complément à la fin pour expliquer exactement le passage des corps, de ce que signifie au niveau des coordonnées le passage de original à source sur l'objet info. Hein, je voulais simplement préciser ça. Je les ai mis ici dans relatif pour faire ma simulation, mais essayez de les maintenir en général en relatif. Hein. Vous verrez que ça a son importance. Regardez bien le complément de l'info à la fin. Bon, alors, pour cette application, pour visualiser un petit peu comment on utilise le Raycast, voilà, j'ai repris un peu la même disposition. La seule chose, c'est que j'ai mis un petit plane sur la position de la source, parce que je vais faire intervenir ma source, véritablement, qui n'est pas ce petit plane-là, mais un cube, à partir des géométriques nodes. Donc, je vais me servir du plane comme prétexte de l'arborescence. Voilà. Voilà, elle est là. Alors, ne vous fiez pas à ce numéro-là, parce que bon, c'est les essais que j'ai fait pour voir un petit peu comment présenter le tuto. Donc, a priori, c'est le premier. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de ça, X, puisque je vais créer ma source à l'intérieur des Geometric Nodes. Donc, je vais faire Shift A, et je vais prendre Mesh, primitive, cube. Voilà. Voilà mon petit cube. Bon, si je me mets comme ça, moi j'ai un petit cube, il est un peu petit, si je veux dire, je mets 4. Voilà, là, il est bien. Alors, je vais utiliser ce cube, je vais le déplacer en hauteur, puisqu'il est ma source, il va envoyer, enfin, je voudrais qu'il envoie des rayons par la face qui est là, d'accord? Mais bon,
il a très peu de vertices, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais enrichir ces vertices en utilisant une opération qui s'appelle le subdivide mesh. C'est-à-dire, je vais augmenter la géométrie en vertices pour avoir déjà l'effet que je veux vous montrer, qui soit plus visible, et d'autre part que on ait plusieurs émetteurs de rayons en face vers la cible. Hein, la cible étant toujours ça, hein, n'oubliez pas. Voilà. Alors, bon, pour transformer mon cube en émetteur, je vais donc aller dans Géométrie, Simple, Recast, et je mets un Recast ici. En mettant un Recast ici, mon cube devient un émetteur de rayons. Alors, la seule chose que je vais modifier ici, dans la géométrie du cube, c'est la possibilité de le faire monter ou descendre pour que, en gros, on puisse observer les modifications que vont produire qui vont sortir ici lorsque je vais émettre des rayons sur la cible. En effet, ici, par exemple, tous les rayons vont aboutir, mais si je me place plus haut, eh bien, il y a certains rayons qui vont passer à côté. Donc, pour ça, il faut que je dise quand même clairement que je veux émettre sur l'axe des X dans la direction positive, donc je vais faire 1 ici, et je vais mettre 0 sur la dernière coordonnée. Voilà. Là, tout est prêt. Maintenant, il faut que j'aille chercher ma cible. Alors, ma cible, elle est là. Hein, la voilà. Donc, je prends ma cible et je maintiens et je la porte ici. Je la mets en relative, n'oubliez pas, c'est important pour les calculs. Et je vais utiliser cette géométrie comme target géométrie. Bon, alors vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais vous montrer comment on peut se servir, par exemple, de isHit. En effet, ici, je vais mettre tout simplement Shift A, une action sur la source, sur la géométrie de la source, qui consiste à dilater la géométrie. Voilà, hein, boum, je dilate la géométrie. Mais vous remarquez qu'il y a une sélection. C'est-à-dire que ça va dépendre de la sélection que je vais donner. Donc je vais mettre isHit dessus. Vous me direz, il ne se passe rien. Mais oui, mais si je déplace mon cube, alors pour vous remontrer, mon cube est ici. Je pourrais imaginer de mettre ici un outil, un node, qui déplace en hauteur mon cube. Donc je vais faire Shift A, géométrie, transforme. Où est-ce qu'il est transforme? Voilà, transforme. Poum. Voilà, je vais montrer un peu. Voilà, hein, je vais garder le bas, hein, simplement parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et puis, je vais brancher ma géométrie, la géométrie du cube, à la suite de ce vecteur transform. Vous allez voir que maintenant, je vais pouvoir déplacer, là pour l'instant, il n'y a rien, puisqu'il bombarde et il tombe sur la cible. Maintenant, je vais augmenter l'altitude. Regardez ce qui se passe. Vous voyez apparaître la géométrie, c'est pas facile à voir, mais vous voyez apparaître la géométrie de mon cube. Pourquoi? Tout simplement, si je regarde en détail, la partie basse se trouve, si je me mets exactement en projection, pardon, voilà. Si je me mets comme ça, vous voyez, la partie basse émet des rayons qui tapent sur la cible, et donc isHit est vrai. Donc, ça dilate la géométrie qui se trouve en face. Par contre, pour les autres, les rayons passent au-dessus, ne touchent pas, et donc c'est faux, et donc la géométrie de la source n'est pas détruite. D'accord? Alors, regardons bien, je continue à monter, voilà. Là, tout le monde est au-dessus. Donc, toutes les émissions rendant des isHit qui sont faux,
aucun point n'est détruit. Par contre, si je redescends, eh ben vous allez voir que dès que les vertices du bas atteignent la géométrie cible, eh bien automatiquement cette géométrie est détruite. Voilà une petite application, vous voyez, elle est simple, hein, qui permet de montrer comment fonctionne une des sorties du Raycast. Bon, alors je reprends un petit peu l'exercice qu'on avait commencé comme application pour vous montrer une autre partie qui peut être intéressante, c'est l'utilisation des attributs. Alors l'idée qu'on a, c'est de régler la sélection du Raycast pour la destruction du petit cube, là, non pas à la surface totale de la cible, mais à une partie déterminée par un paquet de vertices, qu'on appelle des vertex groups, c'est-à-dire un ensemble de vertices que je vais sélectionner. Alors comment je fais pour les sélectionner? Alors déjà, il faut qu'ils existent. Alors en mode edit, vous pouvez remarquer que j'ai augmenté la densité de la cible pour justement créer des groupes de vertices qui me permettent de répondre à mes besoins. Donc, je vais me mettre ici en mode weight paint. Alors, mode weight paint, bon, ben, vous connaissez, hein, ça va affecter à une partie des... Alors, je vais diminuer un peu le radius. Bon, bah non, je vais augmenter un petit peu ici. Et puis, alors, ça, c'est le radius. Bon, ça permet d'affecter donc au vertex de cette cible des coefficients numériques qui sont compris entre 0 et 1. D'accord? Alors, là, ça se transforme en couleur. Le rouge étant 1 et le bleu étant 0. Tout ce qui est couleur intermédiaire, bah, c'est des valeurs intermédiaires. Voilà. Alors moi, je vais simplement mettre, par exemple, ici, hein, je vais je vais mettre 1, parce qu'il faut que ça soit le poids 1. Voilà, et puis voilà, hein, par exemple. Hein, j'ai juste fait un spot pour que ce soit simple. Voilà. Alors vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Hein. Object. Je reviens en mode objet. Et je vais vous montrer que je peux me servir, même si ça n'appartient pas à la source, c'est-à-dire aux éléments qui sont décrits par la source, je vais me servir de ce comment on pourrait dire, de ce vertex group. Le voilà, cible groupe, d'accord? Bon, je vais le réécrire, je vais bien vous le remontrer. Donc, je me mets en weight paint. Où est-ce que c'est weight paint? Voilà. Voilà, donc, je me mets en weight paint et je vais faire, alors je suis bien sur 1, diamètre 57, strength 1. Bon, je vais mettre, boum, voilà. D'accord? Donc, j'ai mon groupe qui apparaît ici, hein, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais l'appeler cible groupe, hein, pour le caractériser. Je repasse en mode objet, voilà. Alors évidemment, vous me direz, mais comment je vais le chercher, ça? Eh bien, je vais aller le chercher au travers, ça peut vous paraître curieux, au travers de la cible. Alors, je vais retirer ce hit là. Oups. Et, bon, alors, bon, je vais le laisser parce que sinon vous ne voyez plus votre cible et votre ressource et ça risque de vous gêner. Je vais, moi, chercher ici à créer une entrée par laquelle je vais introduire le cible groupe. Alors vous allez voir comment. Je fais d'abord ce lien-là, je vais le mettre sur le Raycast Attribute justement. Vous voyez? Ça crée une entrée Attribute. Alors vous me direz, mais comment je fais pour passer de la cible? Parce que l'attribut cible groupe, c'est pas un attribut de la cible, c'est pas un attribut de la source, c'est un attribut de la cible. Comment je fais pour
pour le ramener? Ben, vous allez voir, il y a une idée. Ça consiste à aller dans les modifieurs, à se mettre sur, évidemment la source puisque c'est lui, il y a un geometric node, et vous voyez qu'il y a attribute ici qui apparaît, mais il est sous forme numérique. Je vais le transformer en attribute, voilà. Alors j'ai créé mon attribute, mais bon, ben, il n'apparaît pas, ben, c'est normal, hein, il n'est pas sur la source, il est sur la cible. Et ben c'est pas grave, je vais demander à aller le chercher. Alors, si vous vous souvenez, il est ici, là, il s'appelle cible groupe, d'accord? Donc, je reviens là, pardon, je n'ai pas voulu ça, je vais aller là, je reviens ici, où je suis, je reviens sur le modifieur, pardon. Donc, cible groupe, voilà, je l'ai mis là, et je vais essayer de m'en servir. Alors comment je vais m'en servir? Ben, je vais aller le chercher ici, je vais le connecter sur, donc, hein, il y est, hein, puisque ça m'a permis la création de cette entrée-là, sur le recast, mais ici, au lieu de sortir sur it, je vais sortir sur attribute. Boum. Alors vous voyez que ici, ma cible est de nouveau en entier, parce que bon bah j'ai changé d'endroit. Alors je vais faire GZ, et puis je vais essayer de descendre, je vais voir ce que ça donne. Regardez, hop, quand je passe devant, je vais essayer de me mettre sur le côté, vous voyez, quand je passe devant le vertex group, paf, ça détruit une partie, les rayons qui impactent sur le vertex group donnent une valeur vraie, tandis que les autres qui sont à l'extérieur donnent une valeur fausse. Donc je peux à ce moment-là jouer, je vais faire GY, voilà, hop, vous voyez, là je disparais et je vais réapparaître de l'autre côté du vertex group. Et GZ, si je montre un petit peu, voilà, hein, j'ai impacté selon, alors je peux même le voir d'une manière un peu différente. Si je mets ici en white paint, vous voyez, toute la zone qui est vertex group impact, enfin, permet aux rayons qui atteignent cette zone de sortir sur vrai, et les autres de sortir sur faux. Et donc ça impacte la destruction de ma source simplement dans la zone qui correspond à l'impact des rayons sur comment ça s'appelle, le vertex group. D'accord? Voilà. Alors, comme deuxième application, voilà, bon, j'ai un petit peu préparé à la scène. Je vais avoir ici ma source qui va envoyer des rayons sur ce plan incliné. Évidemment, ils vont être réfléchis par rapport à la normale, hein, et je vais essayer d'orienter cet objet, une flèche, par rapport à la normale au plan, par rapport au normal comment ça s'appelle, impacté par les rayons issus du cube. Alors surtout, ce qu'il faut vérifier, c'est que lorsque vous avez transformé vos objets, tout est bien régularisé au niveau des rotations, hein, c'est bien 0, c'est-à-dire que vous avez fait un contrôle A, une application de la rotation, sinon ça donne des ennuis, hein. J'ai été piégé tout à l'heure quand j'ai fait un essai. Bon, alors, donc je me mets sur la source, je fais New, voilà, j'ai une nouvelle arborescence qui est créée, mais bon, le cube m'intéresse pas beaucoup parce que il y a plein de vertices en réalité, et on va simplifier un peu les choses
et on va prendre un point, tout simplement. Donc je vais faire Shift X, je détruis, et je fais Shift A, point, point, où c'est point, voilà, point. J'en prends un, et puis je vais le mettre ici, et puis je vais lui donner un diamètre un peu important pour le voir. Hein. Comme ça, je le vois un petit peu, vous voyez, comme ceci. Bon, alors une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ma flèche sur ce point-là, déjà. D'accord? Shift A. Shift A. Mesh. Où est-ce que c'est? Instance on point. Voilà. Je vais aller chercher mon cylindre. Voilà. Toc. Je le mets ici. Cylinder, c'est la flèche. Je vais le mettre en instance. Voilà. Ouf. Non, pardon, je l'ai pas mis. C'est la géométrie qu'il faut que je mette en instance. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, j'ai plus besoin de l'original. Bloom, je le cache. Bon, alors maintenant, je voudrais orienter ça selon, bien sûr, comment on pourrait dire, la manière dont les rayons arrivent sur le point. D'accord? Alors, comment je vais faire? Je vais utiliser un recast. Alors, je vais géométrie, recast, simple recast, voilà, pas beaucoup de place, hein. Vraiment. Je vais essayer de monter un peu, voilà, recast, je vais mettre ça sur le côté, je vais un peu, voilà, le point, j'en ai pas besoin de beaucoup, de le voir, ici, là, le recast, ici, voilà. Et alors maintenant, évidemment, le recast, il faut que je lui donne une target. Le target, c'est le plan qui est là, d'accord? Donc je reviens sur mon cube de prétexte, là, voilà, je l'ai là, et je vais dire, eh bien, tu mets ta géométrie dans la target. Voilà. Et comme je reçois, bien sûr, comment ça s'appelle, des rayons, eh bien, je voudrais réorienter selon les rayons qui viennent horizontalement, comme ça, ils repartent sur la normale. Alors, la normale au point d'impact, eh bien, je vais m'en servir pour orienter ma flèche. Alors, je vais essayer de voir comment. Eh bien, ce qui sort, c'est des vecteurs. Ici, c'est une rotation. Il faut une sorte de convertisseur. Et bien, pour ça, on va dans Utility, rotation, aligne l'air tout vecteur. Voilà. Alors là, je prends, bien sûr, mon hit normal. Voilà, je mets dans le vecteur. Et je vais mettre ici la rotation sur la rotation. Alors bon, c'est pas très bon, non, parce que de toute façon, je suis sur l'axe des Z, théoriquement, et seulement en me mettant, en orientant la flèche sur l'axe des Z, je vais pouvoir avoir la même orientation que la normale qui est ici. Alors, si je montre en mode edit la normale, voilà, je vais supprimer le repère parce qu'il me gêne un petit peu, parce que sinon je ne vais pas bien voir. Bon, on voit bien que c'est la normale, mais pour en avoir la preuve, je vais passer ici en mode edit, et je vais, pardon, excusez-moi, objet, là, je vais passer là en mode edit, voilà, et là, j'ai activé dans ici, vous voyez, j'ai activé en mode edit, où est-ce qu'elles sont les normales? Voilà, vous voyez, j'ai activé normal avec une taille de 2. Alors on peut grandir un petit peu. Si on grandit un petit peu, hop. Ah ben on peut pas, 4. Ah ben si, voilà.
vous voyez bien que la direction qui est là, si je me mets de profil, hein, vous voyez bien que la direction de ma flèche et la direction de profil sont les mêmes. Donc, on a une application possible, hein, du objet, je me remets là, voilà, du recast. Hein, je vous remonte en entier, hein, si je peux. Voilà. Vous avez votre recast qui intervient ici pour orienter la flèche sous la forme de la normale au plan. Hein, ça peut être utile dans certains cas. Alors, on va se mettre en version 3 points, non 4, pardon. Pour moi, c'est la dernière version que j'ai acquise. Et pour étudier le node qui s'appelle donc Shortest Edge Path. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? Bon, moi, je vais le traduire comme ça. Chemin le plus court entre quoi ? Bon, entre des vertices en général. On choisit 2 vertices sur un mesh. Alors un mesh qui a une forme un peu particulière. Et puis, l'algorithme de travail de ce nœud va être tout simplement de trouver le chemin le plus court. Alors on va essayer un peu de comprendre ce fonctionnement dans les géométriques nodes, bien sûr, avec un exemple. Voilà. Alors, donc, je vais retirer mon cube, X, delete, je vais la light et la caméra, j'en ai pas besoin, donc je les cache. Et puis je vais faire un espace plan, c'est le plus simple pour commencer. Shift A, je vais faire un plane, que je vais grandir, scale 4 par exemple. Voilà, CTRL A pour le rendre stable. Maintenant, il a très peu de, comment on pourrait dire, de vertices, de maillage. Donc on va passer en mode Edit, et puis on va lui en mettre un peu plus. On va faire W, Subdivide, et puis on va faire, je sais pas, 50, on va regarder ce que ça donne. Oui, c'est pas mal, on va peut-être un peu moins, on va peut-être faire 40. Voilà, oui. Je vais mettre ça à la louche, 20, voilà par exemple. Hein, comme ça, ce sera plus visible, hein, parce que sinon, on voit rien. Alors, je vais faire des montagnes. Alors, comment faire des montagnes sur une structure comme ça ? C'est relativement simple. Vous activez ici, donc vous mettez en vertice, vous activez ici le proportional editing, c'est-à-dire qu'en gros, les actions que je vais faire sur chaque vertice vont se propager au voisinage selon ce qui est visualisé ici. Vous voyez, quand je prends un vertice, par exemple, je sélectionne un vertex, je tire dessus, vous voyez, il y a un cercle autour. Alors si je grandis le cercle, l'influence de mon action grossit autour. Donc je vais faire les montagnes comme ça, hein, une montagne comme ça, une autre là par exemple, ou un peu par là par exemple. Je vais tirer dessus, hop, plus haute, puis une troisième là, par exemple. Ouais, par là. Ça n'a pas l'importance, hein, vous faites vos montagnes comme vous voulez. Je tire un peu plus pour qu'elle soit un peu plus haute. Voilà. Voilà. Je repasse en mode objet. Voilà. Donc j'ai mon montagne. Bon, elles sont pas lissées, donc je vais faire W Shadow Smooth, bon, pour que ça soit un petit peu plus lisse. Voilà. Bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, vous avez vu, si je repasse en mode Edit, il y a des vertices. Je vais prendre un vertice, par exemple, sur un bord, un vertice sur un autre bord, puis je vais essayer de faire un chemin qui va de l'un à l'autre. D'accord ? Alors, pour ça, j'ai besoin
de repérer ces vertices. Or, il existe un moyen dans Blender, bon, si vous avez un petit peu travaillé sur la nature des choses à l'intérieur de Blender, les vertices sont numérotés par ce qu'on appelle un index, un numéro d'index. C'est-à-dire il y a un 1, 0, 1, 2, 3, puis ça va jusqu'à le nombre de vertex qu'il y a. Hein. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir leur numéro. Alors pour ça, à partir... Bon, alors là, je suis en version 4, j'ai remarqué qu'il l'avait mis à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est un outil qui maintenant était avant en add-on, maintenant il est, enfin en add-on extérieur, c'est-à-dire j'allais le chercher sur internet, maintenant ils l'ont mis à l'intérieur. Alors vous allez dans Edit, Préférences, vous allez dans Interface, vous cochez Développeur Extra, d'accord? Voilà, moi il était coché, c'est normal parce que je savais où j'allais, et vous allez ici, je crois que c'est dans les overlays ratés, c'est ici, pardon, c'est dans les, enfin, le Mesh Edit Mode Overlays, c'est long à dire. Voilà, vous avez une petite case qui est développeur, et vous cochez indice. Qu'est-ce que ça fait, ça? A priori, ça a l'air de rien faire. Eh bien si, parce que si vous vous mettez sur un indice, alors je vais retirer le repère, sinon je vois rien, vous avez un petit numéro qui apparaît, je vais me mettre là, vous voyez par exemple ici, on voit bien 100, d'accord? Et ici par exemple, bon, c'est des petits numéros bleus, hein, mais alors là par exemple, ça a l'air d'être le numéro 7, ou 17, je ne sais pas trop. Là c'est 8, donc c'est 7 ici, d'accord? Et puis comme ça, vous avez les numéros, hein. C'est pas toujours très lisible, j'ai essayé d'éclairer les choses au maximum pour que vous le voyez. Alors ça va me donner donc les indices de chacun des vertices, d'accord? Alors, à quoi je vais, je vais pouvoir partir donc d'un vertice avec son numéro à un autre vertice avec un autre numéro, et puis de faire ce fameux chemin. Alors comment je vais faire ça? Je vais me mettre déjà en géométrie nodes, voilà, hein, je n'ai pas besoin ici de ça, donc je grossis un petit peu, ça va me permettre de voir un peu mieux, hein, parce que ça va être assez embêtant à voir les numéros, mais on va essayer, hein. Donc je repasse en Object Mode pour l'instant, et je vais faire un New. Un New, je crée une arborescence de Geometric Nodes. Alors maintenant, comment je vais faire à l'intérieur? Eh bien, je vais utiliser le fameux nodes qui s'appelle donc Edge Pass, Edge, comment il s'appelle exactement, Shortest Edge Pass. J'oublie à chaque fois le Edge. Donc Shift A. Je vais chercher Shortest Edge Pass. Alors, comme je ne sais plus, ils ont changé les positions. Shortest Edge Pass, il se trouve dans Mesh. Voilà, Read. Voilà, le voilà. Alors, a priori, j'ai besoin de 2 nodes, enfin, les nodes de base. Ça va calculer le plus court chemin, d'accord? Mais il me faut, disons, un node qui va matérialiser le chemin que j'ai envie de parcourir et de visualiser, d'accord? Donc il y a un autre node qui s'appelle Edge Pass to Curve, hein, qui va me permettre de voir alors Edge Pass to Curve, peut-être qu'il est là-dedans, mais je ne sais pas. Alors je vais chercher Edge Pass, voilà, Edge Pass to Curve. Voilà, le voilà, hein, il est dans les mèches opérations, hein, il est toujours aussi dans les mèches. Voilà. Alors, ces deux nodes-là fonctionnent un petit peu la main dans la main, à savoir que, d'abord, je vais relier ici pour avoir le chemin, hein, et puis je vais me servir de celui-là pour calculer la distance minimale entre
Disons 2 points que je vais repérer, 2 vertices que je vais repérer par les index. Alors, je vais aller chercher les index. Je vais donc me mettre en mode edit et je vais utiliser mon petit utilitaire qui me permet de repérer les numéros. Alors, tiens, il n'y est plus. Alors, je vais aller voir ici. Je crois que c'est... Non, c'est pas là, c'est là. Non, c'est là, 10. Il s'est décoché, je ne sais pas pourquoi. Voilà. D'accord. Donc là, c'est... Je vois, moi, 37. Je vais vérifier. 37, 38, oui, c'est 37. Donc, je vais prendre comme point de départ 37, déjà. Hein, on verra le point d'arrivée après. Alors, pour ça, il faut que j'aille chercher l'indice. Hein. Donc, je vais Shift A, je vais aller chercher le flux des indices. Alors, je ne sais plus où il est, c'est pas grave. Indice, index. Alors, index, c'est dans géométrie read. Bon, j'aurais pu le trouver. Voilà. Et je vais dire, pour cet index-là, l'index, j'ai dit donc 37. Hein, c'est ça. Donc, comment je vais aller le chercher? Tout simplement par un node compare. Un node compare où il est utile math compare. Voilà. Et compare, je vais faire equal. Alors, je ne vais pas mettre float, hein, surtout. Essayez d'y penser. Je fais souvent la bêtise, moi. Ça me gêne après. Equal to, on a dit 37, hein. 37. De toute façon, c'est facile après de corriger. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, départ, où est-ce qu'il est? Start vertice. Ouais, vous voyez, hein, ça, c'est notre chemin, hein, c'est ce qui va être notre chemin. Donc, hop, start vertice. D'accord? Bon. Maintenant, il faut le point de fin. Alors, c'est là que va intervenir le shortcut edge path. C'est lui qui va calculer le chemin le plus court qui va le relier pour un vertice. Alors, on va choisir un vertice de l'autre côté. On va choisir un truc un peu embêtant. Voilà, alors je ne vois pas. Et 78, 77, je crois. 79, 78. C'est pas très facile à voir. 75. Bon, je vais aller peut-être 79, là on le voit bien. Hein, bon, c'est pas facile, j'hésite un petit peu parce que, bon, on va mettre 79. Alors, donc, ici, index, igual à 37, et ici, je vais reprendre un igual, Shift D, et puis j'ai dit 79. Donc, 79, hop, je vais mettre ici index igual, et puis je vais brancher ici le résultat sur end index, d'accord? Et pour pouvoir un petit peu fixer les choses, je vais dire le next index, le next vertex, c'est-à-dire enfin le bout du chemin, si on peut dire. Voilà, le bout du chemin, c'est ceci. D'accord? Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce chemin? Alors ce chemin, pour l'instant, il n'est pas très visible. Je vais repasser en mode objet, plus besoin des vertices. Enfin, j'ai plus besoin, si j'en ai besoin, mais je vais montrer, si vous voulez, par un chemin. Alors ce chemin, il faut que je le matérialise. Alors comment je vais faire? Bien, déjà pour le matérialiser, j'ai envie de l'avoir en même temps que les montagnes. Donc je vais avoir deux géométries, la géométrie du chemin et la géométrie de la montagne. Donc je vais faire un joint entre les deux. Donc ça, par contre, je crois qu'il est ici. Voilà, je vais faire un joint. J'ai tout monté, bien sûr. Hein, comme il y a peu de place, chaque fois que je bouge un petit peu. Donc, voilà, ça va être ma montagne. Donc ensuite, je voudrais visualiser ce chemin. Alors pour ça, comme c'est une curve, vous voyez, c'est edge path to curve, c'est-à-dire que ça matérialise un chemin, un edge path, passe pour tour, je sais pas comment on pourrait dire.
tout curve, ça le matérialise dans une curve. Et les curves, on va les transformer en mesh pour pouvoir, disons, grossir leur section pour pouvoir s'en sortir. Alors, on va chercher donc curve to mesh, opération, par exemple, curve to mesh, peut-être c'est là. Oui, curve to mesh, voilà. Tout. Et alors, ça veut dire que ça va transformer en mesh. Et là, vous voyez, j'ai un profil. C'est-à-dire que je vais aller chercher une autre curve. Alors, en général, on prend un petit cercle. Hein. Donc, Shift à curve primitive. Là, je sais où à peu près c'est. Cercle. Je vais mettre un diamètre pas très important, parce que sinon, ça devient 0.2, par exemple. On verra si c'est trop gros ou pas. Et puis, je vais le mettre ici dans le profil, pour matérialiser mon chemin sous forme d'un tube, si vous voulez, en gros. Et puis, je vais connecter Join Geometry pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez apparaître le petit chemin entre la position de départ et la position d'arrivée. C'est un peu gros. Voilà. Hein? Voilà. Voilà le chemin entre les deux qui a été calculé par la machine. Alors, si je bouge bien sûr comment on pourrait dire, les points de départ et les points d'arrivée, là par exemple, si je bouge le point de départ, voyez, hop, je bouge le point de départ est là. Hein. Si je bouge le point de départ, vous voyez, hop, le chemin change. Là, je vais repasser de l'autre côté, par exemple. Vous voyez, le chemin change. Ça va un peu vite, mais le chemin change. Et ici, par exemple, si pareil, je change le point d'arrivée, le chemin change. Voilà, par exemple, un autre chemin qui est... voilà. Hein. Donc, vous avez un petit peu l'idée de fonctionnement du Nodes. Alors, il y a quelque chose sur lequel je reviendrai, mais dans une partie un peu finale, c'est le edge codes. C'est une manière d'éviter les montagnes, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire le chemin va choisir un passage qui est avec une altitude qui est pas trop importante. Hein. Mais pour l'instant, je voudrais pas mélanger trop les choses. Voilà. Bon, alors on va essayer d'illustrer. On avait vu que le short edge path, on avait vu cette entrée-là, cette sortie-là. Bon, total cost, alors là, je m'en occuperai pas. Par contre, edge cost, alors comment on peut traduire edge cost? On va traduire ça par le coût de travail que donne qui est donné par le maillage. Alors, en gros, pour vous faire comprendre un petit peu ce edge cost, je vais faire une petite manipulation qui est relativement simple. On va manipuler donc le fameux edge cost de la manière suivante. Voilà, par exemple ici, si je mets brutalement un shortest espace entre ce point-là et ce point-là, j'obtiens, avec ce qu'il faut, en gros, le chemin que j'obtiens, c'est le chemin en rouge ici. D'accord ? Bon. Il se trouve que si je value le fait que ici ça monte, en gros, ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, la longueur de ce edge-là, sont plus grandes que celle-là. C'est-à-dire que le coût, le edge cost là, le fameux, est assez important sur ce chemin-là, parce que ici, dans ce chemin-là, je monte et je descends sur les edges. D'accord ? Donc le plus court chemin qu'il a calculé, lui, c'était ça. Mais, malgré tout, ça coûte, si j'ose dire. Alors, si je regarde maintenant en activant le fait, en valuant chacun des points, des vertices, par la hauteur en Z, parce que vous voyez qu'ici,
c'est la coordonnée z qui varie, eh bien si je value chacun des vertices du plan par cette cote, eh bien vous voyez que si je réactive le shortest S avec le Hedgecox qui est valué par la hauteur de chacun des vertices, eh bien le chemin va changer. C'est-à-dire qu'en gros, quand le chemin calcule, il part de ce point-là et il regarde sur les vertices de proximité s'il n'y en a pas un qui a, disons, la moindre altitude ici, hein, puisque je me suis préoccupé de valuer chacun des points par l'altitude. Alors, si je reviens dans ce cas-là, dans le cas précédent, hein, là par exemple ici, eh bien, il va refaire le chemin, mais cette fois en passant par on va dire les points de plus basse altitude. Hein, il va calculer son chemin en fonction des plus basses altitudes. C'est-à-dire que quand il part, il regarde autour de lui si les vertex sont, on va dire, pondérés par leur altitude. Or, si je ne m'en préoccupe pas, bon, bah, il dit je passe par là, hein, parce que ça semble être pour lui le plus court chemin. Par contre, si je dis, eh bien, chaque point est pondéré par son altitude, il va chercher les points d'altitude moindre. D'accord ? Donc, c'est ça un petit peu ce qui se passe. Hein. Chaque point ici, chaque vertice du plan est valué, et on lui a donné une valeur qui correspond à l'altitude en Z. Donc, vous voyez qu'ici, ça c'est 0 partout, donc là il n'y a pas de problème pour lui, mais par contre ici ça coûte beaucoup plus de passer par là parce que là l'altitude n'est pas 0. Hein. C'est un petit peu une manière d'expliquer ce edge cost. Alors maintenant on va voir comment on peut programmer, enfin mettre les géométries notes là-dessus. Donc on va déjà faire apparaître notre chemin entre ce point-là et ce point-là, d'accord ? Donc on va faire sur ce plan-là new, d'accord ? Voilà. On va chercher notre shortest path machin, shift A. Je sais toujours pas où il est, shortest path, le voilà, d'accord ? Alors maintenant on va repérer nos indices. Alors on va regarder. Je ne sais pas si j'ai marqué les numéros. Ici, c'est 0, je crois. Oui, je crois que c'est 0. Donc, Shift A, index, input, index. Donc, compare, Shift. On peut. Alors, il y a un autre moyen avec le node wrangler, c'est vous tirez dessus ici et vous tapez compare. Et il va tout de suite vous donner ce qu'il faut. Voilà. Compare, donc compare 0. Ça va être le point de début. Alors là, il faut que je fasse appel Shift A dans les paths. Il s'appelle Edge Path to Curve. Voilà, pour que je le matérialise et que je le vois. Donc, je vais faire un peu de place. Donc ça va être le start point. Ça, c'est le mesh. Pas l'oublier. Et ça, je vais aller jusqu'au point final, qui est que j'avais choisi à peu près ici. Alors, je ne le vois pas bien. Si je retirais ça, ça serait beaucoup mieux. Et si je retirais ça aussi, voilà, merci. Hop. Je vais... Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu encore. Je crois que c'est 3. Voilà. On vérifiera. Hein. Bon, alors, equals Shift D 3. Voilà. Integer, oui, ça y est. Toc. Voilà. Et N vertice.
Voilà. Next va avec next. Hop, voilà. Et je vais essayer, je vais me remettre en mode objet. Voilà, et je vais faire apparaître ma curve en faisant Shift A, Curve to Mesh. Où est-ce que c'est opération? Curve to Mesh. Voilà, boum, Curve to Mesh. Il faut que ici je regroupe tout pour pouvoir voir, hein, faire un joint, Shift A. Joint, géométrie joint, voilà. Donc, si je retirais le panwen, ça serait un peu mieux, j'aurais un peu plus de place, merci. Voilà, joint, mais il faut que je donne de l'épaisseur à ma curve, et donc je vais faire Shift A. Je vais aller chercher dans curve primitive, petit cercle, pour donner le diamètre de la curve. Enfin, ce que je vais... Où est-ce qu'il est le circle? Voilà, circle. Donc, je vais mettre 6 ici sur les côtés. Et point. Ça devrait suffire pour voir mon trajet. Oula. C'est un peu gros. Ouf. Voilà. Évidemment, il passe pas par où je veux. Donc, je vais essayer de le forcer, c'est-à-dire, je vais me mettre là, edit, je vais aller voir ce point-là, c'est le trou, le 1, donc je vais passer de 1, non, c'est pas ça non plus, oh là 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 là, je vais y arriver, 0, voilà ce que je voulais, objet, voilà, là, vous voyez, là, il se gêne pas, bon c'est un peu gros ça, 0, 3, pouf, voilà, vous voyez, il passe comme ça, il se moque pas mal de l'altitude, mais si maintenant je m'intéresse effectivement à l'altitude, je vais aller chercher un node qui va m'affecter l'altitude pour chacun des points. Alors pour ça, je vais faire un petit peu de ménage. Il y a un node un peu spécial, un Shift A, qui s'appelle Edge Vertice. Voilà. Alors ce node, vous voyez, il a des sorties qui correspondent à vertex 1, vertex 2, position 1, position 2. C'est-à-dire qu'en gros, il va prendre tous les couples de vertex distincts et il va calculer leurs coordonnées. Hein. On peut le voir si, par exemple, je vais essayer de vous montrer en utilisant le viewer. Là, je vais mettre un viewer sur l'entrée position 1 par exemple, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, hop, c'est pas facile, voilà. En gros, vous avez toutes les coordonnées hein, qui correspondent à chacun des vertices. Bon, ça se donne des couleurs sur le... Voilà, et c'est pareil pour le point 2, mais on va les avoir deux par deux. Nous, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de calculer cette altitude, enfin cette cote, hein, parce que vous voyez que tous les points, si je regarde, hein, vous voyez le plan, il est aligné par défaut, si je me mets en mode edit, hein, vous voyez bien, il est aligné il est sur le plan X ou Y. Donc pratiquement tous les points, sauf celui-là, ont une cote Z qui est égale à 0. Donc ce que je vais faire, moi je vais faire calculer avec le vecteur mat, voilà, la différence. Alors où est-ce que c'est différence? Subtract, c'est
je ne le trouve pas, subtract, voilà. Je vais calculer la soustraction entre le vecteur 1 et le vecteur 2. D'accord? Je devrais faire théoriquement vecteur 2 moins vecteur 1. Bon, mais c'est pas très important. Je suis en train de me mélanger parce que l'écran est tellement petit. Voilà. Voilà. Alors, j'obtiens un vecteur qui est en gros le vecteur, un vecteur vertical qui calcule entre les points la hauteur. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est la composante en z, c'est-à-dire la hauteur. Bon, alors comment je vais faire? Je vais faire encore, je vais retourner dans les utilités, et je vais aller dans vector, et je vais faire separate xy. Et je vais faire ici, je vais ramener mon vecteur sur separate xy, et je vais me servir de la composante z comme, si j'ose dire, comme coefficient associé à chaque vertice pour indiquer à l'edge pass ceux qui sont plus ou moins élevés. D'accord? Donc, le shortest edge pass va utiliser, vous voyez, le coût, c'est-à-dire ici, ça va être la hauteur de z pour calculer. On va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez qu'il calcule de manière un peu étrange ici. Je vais changer les deux, ça me gêne un peu cette histoire-là. Il ne veut pas, il m'a mis sur un 10, d'accord, on recommence. Voilà. Voilà. Vous voyez que là, ça fait une chose très curieuse, mais il évite le passage par le sommet. Il travaille uniquement sur les points qui ont une altitude 0. C'est-à-dire que là, j'ai augmenté, si vous voulez, la difficulté du chemin en élevant ce point-là. Et donc là, en gros, il se débrouille pour passer par... Alors, on ne le voit pas trop, mais je vais faire une petite bidouille. Je vais faire Shift S. Je vais ajouter ici, par exemple, un objet dont je n'ai pas besoin. Un cube, par exemple. Scale. Ça va être un prétexte pour mettre de la couleur. Hein. C'est simplement pour faire de la couleur. Je vais aller sur Color. Voilà. Je vais mettre Color. Et j'aimerais bien qu'il me mette en Color. New. Voilà. Et je vais aller sur Viewport. Voilà. Et je vais mettre du rouge. Voilà. Au moins, j'aurai du rouge là. Alors maintenant, je vais me servir du rouge pour le chemin. Donc, je vais aller... Alors, Edge, Pass to Curve, Curve to Mesh, il est là. Donc, je vais mettre ici, Shift A, cette matériel. En même temps, ça vous montre comment on crée un matériel. Ici, par exemple, rouge. Vous voyez, comme ça. Alors, le cube, j'en ai plus besoin. Je le cache. Voilà. Donc, vous voyez que mon chemin, eh bien, si je lui mets le edge cost, alors il y a aussi une petite combine que vous pouvez apprendre. Voilà, ça me permet de vous apprendre quelques petites idées. Là, par exemple, je voudrais de temps en temps voir avec et sans. Alors, au lieu de débrancher tout et puis de le rebrancher, je vais ajouter un truc qui sert dans les conditionnels qu'on appelle un switch. Alors, on branche le switch, on branche la valeur ici, Z, sur, peu importe, false ou true, par exemple, et on l'envoie, alors, pas géométrie, hein, vous mettez en float, je recommence, merci, voilà, et vous mettez output ici. Alors, suivant la valeur du switch qui est là, hein, ça c'est vrai ou faux, hein, ça false booléen. Mais si on met vrai, vous voyez, boum, on passe, on change la valeur qui sort. C'est-à-dire que là, j'affecte les coefficients edge à edge post, là, non. D'accord? Donc ça permet de voir la différence entre les deux chemins.
voyez que ça, c'est le chemin, si j'ose dire, de moindre coût, et ça, c'est le chemin de coût. Il se moque totalement du coût. C'est-à-dire, il considère que tous les vertices du plan ont le même poids, ça s'appelle un poids, hein, c'est-à-dire qu'on a affecté à chaque vertice leur hauteur, donc ça correspond à un point, une valeur numérique. D'accord? Alors quand c'est égal à 0, évidemment, il passe, et sinon, il passe pas. D'accord? Voilà. Voilà l'idée du cost, j'ai du mal à le dire, edge cost. Alors, une autre manière de bien comprendre le hedge cost, enfin le hedge cost, qui donc trace un chemin en fonction de la pondération des vertices. On va bien aller voir un petit peu en profondeur les vertices. Alors, par exemple, ici, j'ai fait un petit plan. Je vais me mettre en mode edit, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vertices. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va essayer d'affecter à 2 vertices, par exemple, pour simplifier un petit peu, ce qu'on appelle un vertex group. Alors un vertex group, c'est des valeurs comprises entre 0 et 1 pour les vecteurs qui sont sélectionnés, c'est 1, pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, pour les vertices qui sont sélectionnés, c'est 1, et pour les vertices qui ne sont pas sélectionnés, c'est 0. Hein. Ça correspondrait bien un petit peu au coût qui correspond au chemin le plus court. Alors, on va par exemple prendre, je vais prendre ce vertex-là, par exemple, vous voyez, le 18, et puis je vais en prendre un autre, ici, et puis, je vais les mettre dans un groupe. Alors, comment je fais dans un vertex group? Alors, je vais faire un vertex group, je vais l'appeler cost, d'accord? Voilà. Et puis, je vais l'assigner. Hein, je vais faire assign. Et ensuite, je prends un autre vertex, le 17, et je vais faire assign. Alors, théoriquement, si je désélecte et je sélecte tout, j'ai les 2 vertex, 18 et 17, qui sont mis dans le vertex group cost. C'est-à-dire que tous les vertices du plan sont à 0, sauf les 2 qui sont à 1. D'accord? Et on va voir que ça peut influencer le chemin que prend comment s'appelle, un short space. Bon, alors, on va revenir en mode objet. On va, Noël, new. Donc, on va faire là. On va faire les short space, on va chercher les passes. Path. On va prendre une short space. Voilà, déjà. Et puis, on va prendre l'autre pour matérialisation. Pardon. Shift A, path. Pass. Voilà. Edge pass to curve. Voilà. Bon. Alors, boum. Là. Là, on va essayer de faire un petit peu de place. Alors, on va prendre un... Ouf, j'y arrive. On va prendre Shift A, un index, l'index, search, l'index. Voilà, le voilà. Et on va compare, un premier compare, et on va aller chercher le vertex de départ. Alors pour ça, je vous rappelle, on passe en mode edit, on a activé le marqueur de vertice. Par exemple, on va partir de, par exemple, de là. Alors là, on est à 5, 6, 5. Donc, on va partir de 5. Et puis, on va aller à, je sais pas, moi, par exemple, là, voilà, là, celui-là. Poum, toc. Ou on peut aller là, derrière, voilà, par exemple. 24, on le verra mieux. Shift D. 24. Pouf. Voilà. Là. Donc là. Dung.
Et alors ça, c'est le end. Ça, c'est le start. Il faut que je penche le edge. Ici. On va sur mode objet. Je vais essayer de faire apparaître mon chemin en faisant Shift A, Curve to Mesh, avec Shift A, Curve primitive, Circle, des petits... C'est quoi ça, Curve to Mesh, qu'est-ce qu'il fait là? Je vais essayer de grossir un peu. Alors, Curve to Mesh, je vais mettre 6 ici. 6. Et point. Comme diamètre, ça devrait suffire. Voilà. Et je vais lancer profil, ici, curve, joint, aussi, shift A, joint, geometry joint. Pouf, oulala, ça monte à chaque fois. Chaque fois je me fais avoir, ça fait disparaître le reste. Voilà, joint, la curve, bing. Alors là, ça devrait apparaître sur le dessin. Pourquoi ça n'apparaît pas? Je ne sais pas. Start. Ah oui, next vertice, j'ai pas mis le next. Si je mets pas le next, il risque pas d'apparaître. Voilà. D'accord? J'ai mon chemin. Alors, maintenant, je vous signale que j'ai pris des vertex qui étaient interdits. Donc, on va voir. On va essayer, en tirant ici, d'utiliser l'edge cost. Donc, on va tirer ici à partir de l'entrée, edge cost. Alors, si je vais maintenant dans le modifieur qui correspond, vous voyez que j'ai un edge cost qui apparaît, qui est à 1. Bon, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais le transformer ici, et je vais aller chercher mon cost. Et là, vous voyez que le cost, il a tout changé. Parce que il a voulu, si j'ose dire, éviter le passage par la zone interdite. Alors comment je peux voir ça? Si je passe en mode Edit, vous voyez que si je vais ici dans Select, voilà, mes deux. Alors si par contre, je déconnecte ici, alors où est-ce que c'est? Voilà, je vais essayer de le faire. Pas beaucoup de place, hein. Quand je me plains, c'est souvent de ça. Enfin bon, c'est pas grave. On va essayer de remonter s'il veut bien. Voilà. On va déconnecter ici le edge cost pour regarder ce qui se passe. Vous voyez que ça passe par la zone interdite, si j'ose dire, c'est-à-dire 18 et 17. Donc si je remets le edge cost, il impose un autre chemin au shortcut. Voilà. Hein, voilà. Alors vous voyez que c'est une manière aussi de, bon, dans Select, hein, de donner des interdits aux vertices, c'est-à-dire de leur donner un poids à l'aide du vertex group, ce qui est la même chose hein, que ce que j'ai fait sur l'altitude, mais avec une autre idée. D'accord ? Ce petit travail qu'on va essayer de faire, c'est pour essayer de bien comprendre ce qu'on dénomme souvent par, lorsqu'on a par exemple un objet dans les géométries, on remarque qu'il y a deux types de positionnement, si j'ose dire, c'est original et relative. Alors on va essayer de mettre un peu au clair cette histoire. Alors pour ça, on va se mettre ici dans le panneau de 3D View, on va faire Shift A, on va ajouter un cube, qu'on va mettre par exemple ici, hein, voilà. On va faire New, on va y associer comment s'appelle, une géométrie node, et puis on va choisir un deuxième objet, Shift A, par exemple une microsphère, que l'on va mettre par là, par exemple. Voilà.
Alors, dans ce géométrie de node, j'ai envie de faire intervenir cette icosphère. Je vais donc faire intervenir le fameux node Shift A Input Object Info. Je ne sais plus où il est, mais c'est pas grave, je vais le faire. Object Info, le voilà. Voilà, et je vais aller chercher icosphère. Bon. Je vais les joindre, je vais joindre icosphère à groupe pour voir ce que ça donne. Alors, Shift A, Joint, géométrie opération. Non, elle est là, pardon, Joint. Voilà. Et je joins l'icosphère à mon cube. D'accord? Enfin, la géométrie de mon cube. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors, on ne voit pas très bien en réalité parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas vu. On va tout de suite aller le voir si on met... Regardez. Si je m'approche un peu, vous voyez que ce qui est émis par l'object info, c'est en réalité la représentation de l'icosphère à cette position-là, c'est-à-dire à la position de l'origine des nodes, du géométrique node, c'est-à-dire l'origine du cube. D'accord? Et là, par exemple, là, c'est la vraie icosphère. Donc si je supprime cet original et que je reviens ici, ce que j'ai, c'est une espèce de copie, si j'ose dire, positionnée sur l'origine de la géométrie nodes, d'accord? Parce que ici, je suis sur original. Par contre, si je me mets en relatif, cette fois, cette copie va se positionner à l'ancienne position de l'icosphère, celle qu'occupait l'icosphère réelle, d'accord? Celle que j'ai introduit dans les géométriques nodes, d'accord? Donc c'est ça la différence entre relatif et original. Relatif, c'est-à-dire on va travailler sur les coordonnées comme si elles étaient ici, et original, ça veut dire que on ramène la figure, si j'ose dire, à l'origine de l'arborescence.